Ça y est, Julien, tu l'appelles la fraude, Ten Hag. Ça y est. Arrivé il y a 2 ans et demi, avril 2022, viré aujourd'hui de United. Il a quand même deux trophées, hein, l'air de rien. Hein. Carabao Cup il a assez répété. et FA Cup en 2024. Rooney Selroy va assurer l'intérim. Juste, c'est quoi? C'est carnaval dans les rues de Manchester? C'est quoi? Comment on commente ça et comment on vit son éviction? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents, enfin, même dans le vestiaire, même chez les joueurs aussi, qui n'en pouvaient plus pour la plupart d'Erik ten Hag. Alors, l'ironie finalement, c'est qu'hier, ils perdent à West Ham, mais après une grosse erreur d'arbitrage sur un penalty inexistant donné à West Ham à la fin du match. Ils ont des occasions de fou en première période pour mettre, je sais pas, pour mener 3-0 à la pause. C'est incroyable. Mais Dalot, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il a fait exprès, quoi. C'est pas possible. S'il a pas fait exprès, je sais pas comment il a fait pour pas marquer, mais bon. Donc ils n'auraient pas dû perdre ce match. Ils auraient dû gagner. Le problème pour Ten Hag, c'est que les problèmes ne datent pas de la rencontre d'hier. Il n'est pas limogé par rapport à la rencontre d'hier. Finalement, c'est ce qui se passe maintenant depuis quasiment 18 mois. La saison dernière avait déjà été trop moyenne, trop médiocre, même si elle avait été sauvée au final par la victoire en Coupe d'Angleterre contre City en finale à Wembley. Mais sur l'ensemble de cette saison-là, que ce soit en Ligue des Champions où ils passent pas la phase de poule, avec des équipes comme Copenhague et Galatasaray, en championnat ils finissent 8e, qui est le pire classement dans leur histoire en Première Ligue. C'était simplement pas suffisant et je pense que longtemps il a été vraiment sur un siège éjectable pendant l'été. Et finalement, United avait décidé de le garder de manière assez incompréhensible par rapport à justement cette médiocrité-là qui avait été montrée, même si sa première saison avait été bonne, 3e place, une Coupe de la Ligue, une défaite en finale de Coupe d'Angleterre déjà. Mais ce qu'on a vu la saison dernière, c'était pas assez suffisant et tu avais finalement, je l'avais déjà dit dans l'émission, mais récompensé la médiocrité de Ten Hag la saison dernière en le gardant. Tu l'avais gardé parce que tu n'avais pas trouvé un meilleur entraîneur, parce que tu n'étais pas allé chercher un Tuchel par exemple ou un autre. Et puis là, depuis le début de saison, c'est encore pire, c'est catastrophique. Ils sont 14e du classement, ils ont une différence de but de -3. Ils n'ont pas gagné en Coupe d'Europe encore, en Europa League cette saison, contre Twente ou contre Fenerbahçe ou contre Porto. Et donc hier, c'est la goutte d'eau finalement, c'est ce qui s'était passé avant qui lui coûte sa place, plus que la défaite d'hier à West Ham. Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Club du Portugal, est le très très grand, large favori. On est, je pense, à quelques heures de peut-être pouvoir même avoir un accord total et définitif entre le Sporting et United, et aussi Amorim et Manchester. Moi qui pensais à un moment que peut-être il irait, ce serait le successeur de Pep Guardiola la saison prochaine à City, puisque Hugo Viana, son grand copain, arrivera comme directeur sportif. Ça pourrait donc être Manchester United. Et au moins, avec lui, ils auront quelqu'un qui a des idées très claires. Alors, ce ne sera pas facile à mettre en place, mais des idées très claires, beaucoup plus claires que ce qu'on a vu avec Ten Hag sur les 18 derniers mois. Tu m'as dit, attaque numéro combien en Première Ligue, United? Ils ont une différence de but de -3. Il me semble que c'est l'une des pires attaques de Première Ligue. Hein, Chris Wood, par exemple, qui est le meilleur buteur de Nottingham Forest avec 7 buts, il en a marqué un de moins que toute l'équipe de Manchester United pendant la saison. C'est fou quand tu vois le matériel offensif qu'ils ont. C'est ça qui est dingue. Incroyable. Quand tu vois les outils qu'ils ont devant, bref, c'est fou. Bref, on verra si Amorim, c'est confirmé, s'il arrive à faire quelque chose de ce groupe dans les prochaines semaines. Mais tu sais, le pire finalement, juste pour finir, parce qu'après je sais qu'on a plein de sujets, mais juste pour finir sur Ten Hag. 18e attaque, hein, je regarde. 18e attaque. 18e attaque. Alors, 6 buts marqués. À sa décharge à lui, ils sont très loin de leur expected goals. La différence entre les buts qu'ils ont marqués et les buts qu'ils auraient dû marquer est de loin, je crois, la plus large dans les 5 grands championnats, quelque chose comme ça. Donc ils ont vraiment un gros manque d'efficacité. Et c'est pas lui sur le terrain qui rate les occasions de Dalot, de Garnacho, de Bruno, de Haaland, de Zirkzee, de Rashford, etc. Donc ça, mais là où s'est trompé énormément, et je sais pas s'il apprendra de ces erreurs-là, selon moi. Mais c'est que sa communication depuis quasiment le début, en tout cas surtout depuis le début de la deuxième saison, a été catastrophique. Encore vendredi dans sa conférence de presse d'avant le match de West Ham, il a parlé du match de Tottenham, donc où ils perdent 3-0, où ils se font exploser en première période. Ensuite, Bruno Fernandes a un carton rouge qui est très sévère, mais qui ensuite d'ailleurs est annulé par la commission de discipline de la Ligue. Et il dit, moi ce match je l'ignore. Pour moi, il n'a pas existé. Et donc, c'est ce genre de phrase-là, quand tu te fais humilié 3-0 à domicile par Tottenham, et la première période où vous êtes 11 contre 11 jusqu'à la 44e minute, et tu te fais détruire par cette équipe-là dans ton stade à toi, devant tes supporters à toi, et qu'ensuite ils te disent non mais ce match il compte pas, ça sert à rien, on n'en parle pas, moi je l'ai effacé de ma mémoire, il sert à rien, c'est pas possible, tu peux pas insulter tes propres supporters, ton propre club, tes propriétaires, les gens qui te payent beaucoup d'argent tous les mois en disant qu'un match comme ça il compte pas, finalement que tu l'as oublié. Et tout le temps dans sa communication la saison dernière, rappelez-vous, j'en avais parlé encore plein de fois, mais il voulait nous expliquer que
c'était le club le plus spectaculaire, United, qui se créait le plus d'occasions, qui avait le plus grand XG. Alors c'était pas vrai, c'était des mythos. Et il a trop mitonné en fait. Il a trop menti pendant ces 18 derniers mois pour mériter d'être encore en place et pour justifier la confiance que ce club-là lui a rendu, un des plus grands clubs du monde, qui aurait dû déjà, pour moi, le limoger l'été dernier. Ouais, c'est le propre des mythos qui, à un moment, ils finissent toujours par croire en leurs mensonges. Exactement. Pour moi, c'est exactement ça. Il était dans le déni total. Oui, je Ouais, Bolo, peux bien sûr. rebondir là-dessus sur sa nationalité, le fait qu'il est. Parce que vous parlez de mythos. Ah bah des ça, je Néerlandais. m'attendais de ta Les part. Néerlandais. Non mais les Néerlandais, quand on les connaît, les mecs, c'est eux les rois du pétrole, quoi. Il n'y a que qui jouent au football. Mais- C'est-à-dire que quand tu as un coach néerlandais qui arrive quelque part, qui a déjà eu du succès, le mec, c'est spécial la culture néerlandaise, hein. C'est pas un truc comme ça. Les mecs, ils sont sûrs d'être les meilleurs du monde un peu partout. Et quand tu prends les rênes et que tu me dises que sa communication, il dit ça n'existe pas parce que c'est moi qui décide que. Mais est-ce qu'en Angleterre, on raisonne un petit peu là-dessus, sur la culture d'où viennent les coachs, un petit peu différente. Je sais qu'ils aiment bien se moquer des Allemands, et fort logiquement, mais est-ce que le côté néerlandais, finalement, est adaptable systématiquement ? Si j'arrive à me faire comprendre ce que je viens de Mais dire. tu sais, oui, mais tu sais, il y a tellement eu d'échecs finalement. Parce que même Van Gaal, ça s'est pas bien passé. Alors Franck de Boer, on n'en parle pas, on n'a pas besoin de revenir sur la fameuse punchline de José Mourinho non plus, sur le pire entraîneur de l'histoire de la Première Ligue. Mais c'était ça, hein, cette défaite pour de Boer à Crystal Palace. Alors après, il est allé chez Johan en Italie, c'était encore pire, mais bon, donc voilà, il y a tellement d'échecs finalement chez les Néerlandais qui sont venus, qui ont été bons chez eux, qui sont venus chez nous et pour qui ça a pas marché. Alors Slot pour l'instant c'est très bien Eh oui. et je lui souhaite le meilleur, mais pour les autres ça a quand même été très très compliqué très souvent. Donc oui, je pense qu'il y a ce côté un petit peu, ils sont arrivés en voulant donner un petit peu des leçons parfois, notamment pour Ten Hag, mais aussi pour Van Gaal, hein, c'était pareil. Et au final, dans le rendu et le contenu des performances ou des résultats même, hein, c'est quand même très loin de ce qu'on espérait ou on attendait. Johan, il y a ce complexe de supériorité aux Pays-Bas, de ce pays qui pense avoir peut-être, je veux dire rapidement, inventé le nouveau football. Enfin, dans le sillage de. Non, ce qui est certain, c'est que quand tu discutes avec eux, même quand c'est des journalistes et tout, ils sont tellement sûrs de leur foot. C'est ça. À part les journalistes aussi. Ouais, exactement. Et ce qui fait que parfois, quand il y a contre-culture, les mecs en prennent plein la tête. Quand tu as des entraîneurs étrangers ou même des Néerlandais parce qu'on parle souvent de l'école néerlandaise, mais il ne faut pas croire que tous les Néerlandais sont des disciples de Johan Cruyff. Il y en a qui ont une autre vision du football, même encore aujourd'hui. Et effectivement, ces mecs-là en prennent souvent plein la tête. Et quand un entraîneur, je prends le club le plus emblématique des Pays-Bas, à l'Ajax arrive et que le niveau de jeu n'est pas acceptable selon eux, mais ils te le font savoir avec une suffisance qui est incroyable, avec une méchanceté aussi parfois, en disant moi je vois les matchs, donc c'est comme ça. C'est leur approche au football. Après, ils ont tellement été influents sur la planète foot à un moment donné. Avec Rinus Michels, après Johan Cruyff. Et puis c'est pas juste qu'ils ont été influents aux Pays-Bas, ils ont été influents aussi dans d'autres pays. C'est ça, oui. Alors, je sais pas si c'est parce que j'aime pas dire ça, mais moi je me souviens gamin aussi, les gars, je me livre. Mes vacances d'été au camping à Lacano, quand je voyais les camping-cars de Néerlandais qui arrivaient, ils nous regardaient avec mépris, avec condescendance. Moi je voyais ces grands gars à 1m80, j'avais 15 ans. C'est eux qui débarquaient en boîte de nuit, si tu veux. Quoi. Ouais. Est-ce que ça dépasse le cadre du foot? Alors après, c'est aussi un complexe du petit pays aussi qui essaie d'être grand. C'est même pas simplement ça. C'est tout petit les Pays-Bas. C'est même pas simplement ça, mais vous voyez, un exemple tout bête, mais sur par exemple tout ce qui est technologie, innovation et tout, c'est un des pays les plus innovants au monde, les Pays-Bas. Sur l'environnement aussi. Ouais, donc ils vont avoir tendance à dire que leur modèle déjà est le bon, parce que pour eux ça marche. Et surtout, ils sont tellement dans la créativité, dans l'anticipation, dans la réflexion. Je crois que le mot qui définit mieux ce peuple-là, c'est l'anticipation. Et c'est pas venu de nulle part. Il y a toute une histoire autour de ça. C'est appliqué au football, c'est appliqué dans plein d'autres domaines. Et donc, dans l'anticipation, il y a le sentiment de se dire, nous, on voit ce qui va arriver. Donc, nous, on sait comment mettre en place certaines choses. Et donc, ça leur donne ce sentiment un peu de supériorité qui est parfois exagéré, moqué, on peut le comprendre. Mais par contre, moi, je trouve que c'est des gens passionnants.